Bienvenue sur le podcast Les hypnologues éclairés. Je m'appelle Stéphanie Monroy, je suis hypnorelaxologue et formatrice en hypnose. Ce podcast s'adresse aux professionnels de l'hypnose. Tu pourras y écouter des enregistrements de réunions d'échange et des audios d'information. Tous les liens utiles se trouvent dans les descriptifs écrits qui accompagnent les différents épisodes. Je te souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler de la séance intuitive. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la séance intuitive? Pour commencer, pour qu'on voit si on parle bien de la même chose. Comment vous entendez ça, vous? Qu'est-ce que ça vous évoque? Pour moi, ce serait une séance qui n'est pas préparée à l'avance et qui se ferait plus au feeling et en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Ouais, c'est comme ça que je l'entends moi aussi quand je dis ça, hein. C'est une séance qui n'a pas été préparée en amont, en fait. Ok, hein, on l'appelle comme ça, mais après on pourra développer effectivement. Mais déjà, ça, c'est important de se dire que c'est la notion de préparation en amont qui n'est pas dans la sens intuitive. Euh, il y en a. Alors toi, Stéphane, je sais que tu pratiques, Natacha aussi. Pour certains, ça démarre et pour certains, c'est pas encore installé. Ceux qui pratiquent déjà, où vous en êtes par rapport à ça dans vos séances? Est-ce que vous préparez un peu, beaucoup? Moi, je Alors, prépare beaucoup. Tu prépares beaucoup? Ok. Ouais. Je fais la première séance, là où je vais découvrir la personne, on va poser beaucoup de questions, tout ça. Et ouais, après, s'il me reste du temps, je fais déjà un petit travail quand même. Mais c'est lors de la deuxième rencontre avec la personne que vraiment je fais un gros travail et que j'ai beaucoup préparé avant. Très bien, merci. Stéphane, comment ça se passe pour toi? eh ben, je dirais que c'est pareil de mon côté. C'est peut-être même ça aujourd'hui qui m'a fait un peu prendre du recul avec la pratique. C'est que voilà, j'ai trouvé que je passais énormément de temps à préparer les séances. Et du coup, je m'y retrouve plus. Voilà. Je me dis que par rapport au temps et à l'énergie passée à préparer une séance qui peut aller jusqu'à plusieurs jours, voire une semaine hein, pour la préparer, pour bien la monter correctement, je laisse pas place justement à l'intuition et, et du coup, voilà, je baisse un peu les bras, on va dire, un peu trop vite. Alors, le retour de Stéphane, il est vraiment précieux. Je t'en remercie. Parce qu'en fait, ce que décrit Stéphane, c'est exactement ce que j'ai vécu moi à un moment donné. C'est, on arrive à se décourager parce qu'en fait, l'investissement temps et énergie pour une séance, il est énorme. Et le truc, c'est qu'on se projette en se disant, mais quand je vais en avoir plus des consultants, comment je vais faire? Il y en a qui acquiescent et ça leur parle. Et j'ai discuté avec d'autres personnes voilà, qui vivent la même chose et qui disent, mais c'est pas possible, en fait. Je vais pas m'y retrouver. Il y a aussi la notion que pendant qu'on fait ces préparations qui prennent beaucoup de temps, bah, on n'a pas d'autres clients dans le cabinet. Donc, c'est de l'argent qui rentre pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, bah, il n'y a pas l'espace pour plus de clientèle. Et ça nous met dans une énergie où, limite, on a peur qu'on nous appelle, quoi. Ah là là, mais si j'ai encore d'autres gens qui viennent, puis qui vont venir avec une problématique que j'ai jamais traitée, ça va me demander encore, voilà, beaucoup de boulot. Et l'énergie, elle est pas à l'ouverture et à l'attraction de clients, elle est au contraire à la fermeture parce que, et c'est tout à fait humain, on a un système de protection qui marche souvent pour la plupart d'entre nous assez bien, qui dit non mais attends, ça va pas, non, on va pas pouvoir continuer comme ça. Et oui, ça peut devenir problématique parce que on se décourage, on perd confiance parce qu'on se dit mais je ne sais pas faire en fait. Et puis on prend pas de plaisir dans le boulot. Donc quand on est quelqu'un qui en plus a quitté son ancien job, moi c'était mon cas.
pour aller vers ça, et on se dit, attends, c'est ça en fait ce nouveau boulot? Waouh, ben, est-ce que je me serais pas un peu plantée? Et le constat et le bilan que fait Stéphane, je l'ai entendu de toutes les personnes, mais toutes, hein, qui préparaient et qui sont en plus des praticiens très méticuleux, très soucieux de bien faire. Et ce qui va avec, c'est du coup des vraies préparations avec des recherches internet, avec je vais écouter des vidéos, je vais m'intéresser à tout ce qui se fait en hypnose, je vais m'acheter des bouquins, je vais beaucoup lire, voilà. Et imaginez à quel point c'est chronophage et énergivore. À l'inverse, quand on bascule de l'autre côté, qu'on enlève ce temps de préparation, on a du temps et de l'énergie qui est libéré. Et ça veut dire du temps et de l'énergie qui est libéré pour ce qu'on veut. Donc, soit plus de clients, soit travailler à d'autres projets pour développer notre entreprise, affiner, voyez, on en a parlé ce midi, notre message, notre communication, peut-être réfléchir à la spécialisation, etc. Quand on est la tête dans le guidon, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas l'espace, en fait, on ne peut pas être là-dedans. Et puis, dans ces séances intuitives, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est là qu'on peut contacter un peu ce pourquoi on a fait ce boulot, une forme de magie, de choses précieuses et puissantes qui se passent en séance. Pour moi, en tout cas, ça s'est passé comme ça. C'est pour ça que, forcément, en fait, mes formations, pour vous dire, elles ne se basent que là-dessus. Parce que, à mon sens, si on passe notre temps à préparer comme ça, on s'épuise, on ne vit pas notre activité parce qu'on n'a pas assez de clients, on n'a pas assez de temps pour recevoir des clients, on ne prend pas de plaisir, on ne gagne pas en confiance, et en plus, les séances sont moins efficaces. On va aussi expliquer pourquoi. Donc, les clients, potentiellement, sont beaucoup plus satisfaits de votre intervention si on est dans la séance intuitive que si on fait des séances très préparées. Alors même que nous, on les prépare pour que ce soit super pour eux, mais ce qui se passe, c'est pas exactement ça. Pourquoi? Imaginez que vous avez quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Donc, comme dit Natacha, vous avez fait la préparation, enfin, il y a eu l'entretien, etc. Vous avez récolté des infos, vous avez réfléchi à l'intention positive, vous préparez votre séance. Alors, certains, c'est les métaphores, d'autres les ont abandonnées, mais quoi qu'il en soit, vous préparez votre séance. La personne revient, elle s'installe, elle explose, elle se met à pleurer. Elle a appris la veille ou le matin même qu'elle perdait son boulot. Se fait licencier. Donc, c'est bien beau, vous avez votre séance pour arrêter de fumer, mais si vous dites, bon, ben, ah mince, bon, par contre, ça colle pas du tout. Son besoin, il n'est pas là, c'est pas aujourd'hui qu'elle va faire ça. Elle est dans autre chose et elle a besoin d'autre chose. Je vous donne un exemple un peu gros, mais voilà. Et c'est-à-dire que si on a préparé quelque chose, ça peut nous donner une illusion de sécurité, mais en réalité, avec l'expérience et quand on va avoir de plus en plus de clients, au contraire, ça peut amener de l'anxiété parce qu'en fait, on sait très bien que si on sort du cadre qu'on a imaginé, sur lequel on a planché, c'est foutu, on ne saura pas comment réagir et on ne pourra pas s'adapter à ce que la personne amène. Et je pense que le cœur de notre boulot, c'est de nous adapter aux besoins de la personne pour que vraiment il y ait un effet positif pour elle. Préparer la séance, ça nous empêche de faire ça. Et donc, du coup, c'est quand même un vrai problème. L'idée, en étant avec la séance intuitive, alors d'abord, moi, ça a été parce que comme j'étais, comme Stéphane, dans cet état-là, c'était une question de survie à ce moment-là. Enfin, c'était plus possible, il fallait que j'arrête, j'en pouvais plus. Mais donc, ça a été moi le moteur. Mais après, avec l'expérience, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus efficace dans mon accompagnement, que les personnes avaient un sentiment d'écoute, elles se sentaient beaucoup plus comprises et elles pouvaient dire que oui, mon accompagnement, c'est chouette parce que ça s'adapte à leurs besoins. Et ça, c'est assez apprécié. Il m'est même arrivé, au lieu de faire une séance d'hypnose comme prévu, de faire un massage, par exemple. Enfin, vous voyez le truc, rien à voir. Là, on part vraiment dans d'autres directions. Donc, moins on va avoir quelque chose de béton, de préparé,
et plus on est capable d'improviser et de laisser la place à l'intuition. C'est pour ça que je recommande, en fait, enfin, je conseille, je ne sais pas comment, mais je propose aux praticiens de partir là-dessus. Parce qu'à mon sens, pour nous, c'est beaucoup plus positif sur tous les niveaux que j'ai évoqués tout à l'heure, sur tous ces plans-là. Et pour le consultant aussi, c'est beaucoup plus adapté pour lui, plus efficace. Est-ce que ça vous parle, ça, déjà? Si je peux me permettre, moi, ce que je trouve un petit peu, alors moi, j'ai pas démarré les séances en hypnothérapie avec l'extérieur, en fait, hein, je me suis arrêtée au niveau de la formation avec les gens que je connaissais, etc. Et aujourd'hui, c'est logiquement s'appuyer sur les outils et sur le fait de préparer, c'est censé nous rassurer. Alors effectivement, j'entends ce que tu es en train d'expliquer et je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'intuitif. Donc ça me parle, bien évidemment, et je me dis: «Oui, je vais être davantage sur une écoute active, en ayant moins préparé et en étant plus sur une séance intuitive». Mais en même temps, il y a une sorte d'insécurité, et c'est comment on fait le juste milieu entre je me lance sur une séance moins peu ou pas préparée, je me lance pas du tout, quoi. Exactement, mais c'est exactement ce que j'allais. Je te remercie parce que tu fais la transition. J'allais justement vous dire, bah ouais, mais comment on fait? Parce qu'en fait, c'est bien beau, mais je veux dire, voilà, je sais pas. Si prenons l'exemple de quelqu'un qui veut jouer du violon, on dit bah vas-y, tu vas faire un morceau de violon à l'intuition. Ok, d'accord, mais moi, si on me demande de faire ça, je vous dis pas le résultat, parce que le problème, il est que je ne sais pas jouer du violon. Et c'est là toute l'erreur et toute l'incompréhension qu'il peut y avoir, c'est qu'on pense que l'intuition, c'est un truc, vas-y, on y va, one again. Mais oui, mais ça repose, c'est exactement ce que tu dis, ça repose sur quelque chose de super cadré, de super solide en fait. L'intuition n'est possible, enfin, on peut lui laisser la place à la condition de se sentir en sécurité, effectivement. Et pour pouvoir se sentir en sécurité, eh ben, il faut qu'on ait un cadre solide sur lequel s'appuyer. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est-à-dire que, justement, c'est aussi ce que font les formations. Elles donnent des cadres. Elles donnent des cadres, mais peut-être que le mot qui conviendrait mieux, ce serait moule. Mais vous savez, un moule, comme les moules à gâteau, là, en silicone, mais même encore plus souple. C'est-à-dire c'est un moule hyper mou, tout mou, et qui va prendre sa forme uniquement par rapport à la personne qu'on a à ce moment-là, avec ce besoin, à cet instant-là. Mais le truc, c'est que ce moule, il faut l'avoir, effectivement. Sinon, c'est pas possible. On peut pas fonctionner comme ça. J'ai raconté cet exemple aux stagiaires de la formation de clarté l'autre jour, je vais le redire, je radote un peu, mais quand j'étais prof, donc je l'ai été pendant 23 ans, en septembre dernier, les premières années où j'ai démarré, je passais énormément de temps à préparer mes cours et donc j'écrivais tout, le moindre mot que je devais dire, etc. Et quand j'étais en classe, j'étais hyper auto-centrée. C'est-à-dire, je me disais, qu'est-ce que je dois faire? Là, je dois dire ça. Là, donc, mon regard et mon attention étaient tournés vers moi. Donc, en fait, j'avais une classe devant moi, mais voilà. C'était comme si le lien était pas très connecté, quoi, vous voyez, parce que j'étais vraiment centrée sur moi. Au fil des années, je continuais à préparer. Il faut choisir ses documents, il faut monter sa séquence, voilà. Je faisais ça, mais de manière complètement différente. Et en classe, je n'étais plus centrée sur moi, mais centrée sur les élèves. Uniquement absorbée par la classe, par la classe de manière générale, l'énergie de la classe, et puis par tel élève là dans le coin, je vois que oh là d'un coup j'ai vu sur sa tête, il comprend pas, voilà, vous voyez, capter tout ça. Et là, je me suis mise à complètement adapter mes cours, c'est-à-dire parfois à partir sur autre chose, inventer un exercice, enfin un truc, un élève propose un truc, ah oui génial, on y va, enfin d'un coup, voilà. Mais ça a été
une bascule qui s'est faite du regard sur moi vers les élèves. Et ça s'est produit, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai plus eu besoin de m'observer et de réfléchir, voyez, d'être dans une conscientisation de tout ce que je faisais. Il y avait des automatismes qui avaient été là, ça avait été intégré en moi, et ça pouvait laisser la place à l'intuition, la sensibilité. Et aussi, du coup, à de l'improvisation. Et je souligne, j'inventais des exercices à ce moment-là. Il y a des idées qui me venaient comme ça, alors que je n'y avais pas pensé avant lors de la préparation. Vous voyez? Ben là, c'est pareil avec le consultant. Quand on n'est pas trop sûr de nous, qu'on manque de confiance, on peut forcément être beaucoup plus centré sur soi que sur la personne. Et tu parlais d'écoute, Céline. Bah, l'écoute, on entend moins bien, on perçoit moins bien, on est moins dans la présence à l'autre. Et la présence à l'autre, c'est le premier point, à mon sens, pour faire un travail de qualité derrière. Eric, tu as levé la main. Oui, je voulais aller dans ton sens en rajoutant des choses que peut-être les gens ici savent. C'est la loi des 10 000 heures dans tout ce qui est pour les grands sportifs ou les gens qui qui exécutent des choses de façon à un niveau professionnel, champion du monde, ce genre de choses. C'est la loi des 10 000 heures, que ce soit les gens qui jouent de la musique ou les sportifs répètent quelque chose un certain nombre de fois, les fameuses 10 000 heures d'entraînement qui amènent que quand ils jouent, tu parlais de jouer du violon, bah eux, quand un grand joueur de piano joue du piano, ça passe plus par le mental. Il a tellement répété ça qu'il est complètement dans l'intuition, il va pouvoir s'adapter, il va pouvoir faire une variante à un moment, il va pouvoir partir en solo parce qu'il connaît tellement bien la base de ce qu'il est en train de faire qu'il n'a plus besoin d'y réfléchir. C'est cette fameuse loi des 10 000 heures. Et là, je voulais parler de la confiance, mais tu viens d'en parler. La confiance en soi est essentielle. Là, je sors d'une formation en constellation familiale où il était très clair pour la formatrice que sans confiance, on va être obligé d'utiliser des méthodes scriptées qui ne permettent pas du tout de pouvoir accompagner le consultant comme il en a besoin. Voilà. Oui, alors c'est vrai que tout à l'heure, je l'avais noté, mais je n'avais pas parlé des scripts. Parce que on trouve des scripts, effectivement, mais des scripts où on dit, bah si, tu peux adapter parce qu'il y a les 3 petits points. Et donc, tu mets ce que tu veux. OK. Après, le squelette du script, il est quand même toujours là. Par exemple, pour le tabac, c'est tel script, pour voilà. Et aussi, qui dit script, surtout dit une forme de lecture. Et forcément, quand on est dans la lecture, alors déjà, c'est très dur d'être naturel quand on lit. Voilà, il y en a qui arrivent bien, mais c'est vraiment pas évident. Le phrasé n'est pas le même, les mots utilisés sont pas les mêmes. Voilà. L'idée, c'est que quand on est hors script, même si on a une idée de protocole, par exemple, aller dialoguer, la rencontre avec les pairs, aller rencontrer les pairs, bon bah voilà, c'est une forme de protocole, mais il n'y a pas de script, pas de phrase à lire, parce qu'en fait, on utilise les mots qui viennent au moment où on mène ce protocole. C'est comme dans le pré-talk, la réunion qu'on avait fait sur le pré-talk, on avait évoqué des points qu'on pouvait dire pendant le pré-talk, mais je ne vous ai pas donné de script, parce qu'en fait, l'idée, c'est que chacun va d'abord, peut-être selon la personne qu'on a en face de nous, va développer plus tel ou tel autre point, dire celui-ci, peut-être pas un autre, ça n'a pas place, ou voilà, ouais, insister sur ce qui nous semble à ce moment-là être essentiel. Donc, effectivement, voilà, les scripts, ça peut nous rassurer, mais en même temps, ça nous enferme. Et la confiance, parce qu'Éric parlait aussi de la confiance, je pense qu'elle passe dans notre boulot par un sentiment de sécurité. Est-ce que je me sens en sécurité dans le sens, enfin moi je sais que pour me sentir en sécurité, donc en confiance, j'ai besoin de savoir ce que je fais. J'ai besoin d'avoir l'impression que je sais où je vais, que je sais ce que je fais. Et souvent on me dit, ouais, j'ai l'impression de bidouiller à chaque fois, de devoir tout retravailler à chaque fois, tout, enfin vous voyez, et c'est compliqué. Donc ce sentiment de je sais où je vais, je sais ce que je fais, ça nous donne de la sécurité et donc de la confiance. On a un sentiment de maîtrise qui se muscle de plus en plus.
Ça passe par, voilà, dans ma première séance, j'explique ça, je dis ça, là je recadre, voilà, je redis ça. Il y aura le pré-talk avant qu'on parte en séance. Dans le pré-talk, je dis ça, ça, ça. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Parce que ça passe par, après, des gestes professionnels qu'on a identifiés. Parce qu'effectivement, on s'adapte à chaque personne, mais évidemment qu'il y a des choses pour lesquelles on va remarquer qu'il y a des points communs aussi entre les consultants. Des points communs, des différences. Là, on revient à la notion qu'évoquait Céline tout à l'heure, d'équilibre, en fait, entre les deux. Parce qu'effectivement, le moule dont je vous parlais, très élastique, il repose quand même sur des axes d'accompagnement qu'on peut utiliser, qui peuvent être utilisés avec tout le monde tout le temps, ou presque, c'est-à-dire plutôt celui-là, plutôt un autre, plutôt, vous voyez. Mais on a quand même en tête un certain nombre d'éléments auxquels se raccrocher. Comme le joueur de violon, il connaît ses gammes, quoi. Bon, nous, c'est pareil. Quand on fait une induction, l'idée, c'est de savoir quand même quelles sont les étapes de l'induction, ce qu'on y met, ce qu'on choisit d'y mettre et pourquoi, ce qui fait sens pour nous. Tout ça, c'est en fait, c'est comment on travaille de manière conscientisée. Pourquoi je choisis de faire ça? Je vois que ça a du sens, je vois que ça fonctionne. Donc, je le garde. Avec les élèves, c'était pareil. Je voyais que ça marchait, paf, je l'intégrais dans ma pratique. Ça se fait aussi avec l'expérience. Donc après, comment on fait? De manière très concrète. Par exemple, là, vous vous dites, oui, clairement, je veux arrêter de tout écrire. Comment je vais m'y prendre? Alors déjà, on peut passer par un intermédiaire qui va être de prendre des notes. C'est-à-dire qu'au départ, on peut quand même, vous voyez, moi, j'étais au stade où j'écrivais tout au début. On peut écrire des notes, prendre juste des notes pour spécifier les étapes. Ça veut dire que je me repère à mes notes, mais effectivement, je ne lis plus mes phrases. Alors, soit vous sautez dans le grand bain, vous y allez direct, sans préparation, on saute sans parachute, quoi. J'y vais, je me lance, voilà. Soit après, vous réfléchissez tout seul, en fait, à ce que vous mettez dans votre induction, ce que vous mettez dans votre séance, comment vous l'organisez. Enfin, voilà, chacun après construit son cadre. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, toute seule, petit à petit. Soit après, il n'y a pas 36 solutions, c'est soit on le fait seul, soit on se forme, on choisit un accompagnement ou une formation qui nous permet de gagner du temps et pour balayer, vous voyez, qui donne une démarche. Alors après, on peut très bien la prendre comme elle est présentée ou aussi la personnaliser, s'appuyer dessus en disant non, moi ça, je vais plutôt faire ça. Mais voilà, c'est la proposition de mes formations, c'est de gagner du temps, c'est d'aller beaucoup plus vite, c'est d'être déjà aussi dans l'action, dans la pratique. Intuition, par exemple, on bosse sur l'induction, c'est pour permettre à ceux qui veulent se lancer de pratiquer tout de suite sans les notes. Et on le fait en atelier ensemble. Donc déjà, vous êtes obligé d'y aller, en fait, quelque part. Alors évidemment, on ne dit pas, vas-y, tu nous fais 20 minutes d'induction. Après, on va jusqu'à la séance d'hypno-relaxation. Mais on commence par des petits bouts, on met des choses en place. Je donne des étapes, des points à suivre. Mais c'est vraiment l'idée, voilà, on y va. On se lance. Mais en ayant le filet de sécurité et quelque chose sur quoi se reposer, ce dont tu parlais, Céline, tout à l'heure. Et clarté, c'est la même chose, mais avec les axes d'accompagnement généraux. C'est-à-dire, quel que soit, parce que vous allez avoir, surtout au début, si on n'est pas spécialisé, on va recevoir des clients qui vont avoir des problématiques différentes. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on dit, là, j'ai travaillé sur le tabac, j'ai bossé comme je sais pas quoi. Là, maintenant, c'est l'amincissement, j'ai bossé beaucoup. Là, c'est l'insomnie, il va encore partir sur autre chose. Là, c'est l'anxiété. Enfin, vous voyez. Et du coup, on peut mettre beaucoup d'heures de boulot problématique par problématique, alors qu'on peut aussi partir sur des bases générales qui pourraient s'appliquer à toutes les problématiques. Alors après, dans chaque problématique, on peut effectivement aller creuser, chercher des spécificités, etc. Mais déjà, d'avoir ce cadre général peut vraiment vous rassurer en vous disant, mais peu importe la problématique de la personne qui vient, je saurai quoi faire. En fait, je ne serai pas démunie, je saurai quoi faire.
Ça n'empêche pas de continuer à s'intéresser à, euh, à ce que vous pouvez trouver comme ressources ailleurs, hein. C'est pas ce que je dis, mais c'est vraiment l'idée d'avoir une base pour se sécuriser. Parce que souvent, on se dit, j'ai pas confiance, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le vrai souci derrière, c'est qu'il n'y a pas le cadre qui permet de sécuriser. Donc, c'est juste normal de ne pas se sentir en confiance. C'est logique. Je consulte mes notes. Peut-être que... Excuse-moi, Parler? Stéphanie. Oui. Oui, ça veut dire que, en gros, si j'ai bien compris, il suffirait de faire des exercices en se lançant pour pouvoir, sur des thématiques précises, le pratiquer de manière un peu plus intuitive avec de simples notes au départ, mais pas des choses très écrites et apprises, etc. Pour développer le côté intuitif, mais cadré et professionnel pour le coup. Et au fur et à mesure, gagner en confiance en soi et prendre une certaine aisance à développer des séances à titre personnel sur des thématiques plus larges. Oui, alors, avec ce que j'applique, j'ai pas... Enfin, t'auras pas forcément... c'est juste la fin, excuse-moi, que je voudrais être sûre d'avoir bien compris. C'est-à-dire... C'est-à-dire qu'en fait, à force de faire ces exercices, alors au travers de ta formation par exemple, mais ça veut dire que le fait de commencer à pratiquer quelques exercices comme ça en intuitif, mais cadrés et par petites touches, étape par étape, ça permettrait de gagner en confiance en soi et de pouvoir se lancer davantage avec des consultants extérieurs, payants pour le coup, et de gagner en confiance en soi tout en pratiquant cette séance intuitive sur des thématiques qui peuvent être de plus en plus larges finalement. Oui, c'est ça. C'est ça. Et tu vois, intuition, elle est vraiment centrée sur l'induction, l'hypnorelaxation pour donner les bases au départ de comment je fais une séance sans notes, déjà. Et enfin, dans ma tête, le processus, quelqu'un qui voudrait faire les deux, par exemple, bah, on commence par intuition, parce que comme ça, on apprend, on gagne en confiance, voilà, papa. L'induction, c'est quand même une part très importante dans la séance d'hypnose, parce que si elle n'est pas menée, si c'est pas OK, ben, il n'y a pas d'hypnose. Même si moi, je propose aussi des protocoles issus de la PNL, hein, donc il n'y a pas forcément besoin d'état hypnotique. Ça fonctionne aussi. Et effectivement, ensuite, clarté, c'est une vision globale de l'accompagnement, avec des éléments qu'on peut retrouver dans les différentes problématiques qu'amènent les personnes. Et après, si on veut se spécialiser, bah oui, on peut se spécialiser, mais effectivement, toujours quand même utiliser ce qui a été vu comme axe de base, parce que ce sont des éléments fondamentaux qui font partie de tout accompagnement. On peut pas faire sans. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. C'est comme ça que j'ai pu me sentir plus en sécurité. Et alors ce soir, on n'a pas de stagiaires qui ont suivi les formations, mais vous pourrez leur demander l'effet que ça a pour eux. Alors clarté, on n'a pas fini, intuition, ils ont fini. Si vous avez entendu les retours des stagiaires, ou si vous voulez leur demander, ils se feront un plaisir de vous le dire, ce que ça a pu leur apporter. Et vous pouvez aller sur ma page, ma fiche Google sur la formation. Comment ça s'appelle déjà? Hypnose et accompagnement, ou je sais plus. Ah, Stéphanie Van Roy, hypnose, je sais plus, parce que j'en ai deux du coup. Je sais plus. Il n'y a pas mon nom. Il n'y a pas mon nom dans celle de la formation. Ils ont mis des avis où ils expliquent si tu veux aller consulter pour voir ce qu'ils en retirent. Mais en tout cas, c'est le but des formations, effectivement. Tu voulais poser une question, Isabelle? Ouais, je voulais. Alors moi, je pense que de ne pas faire l'intuition, ça me bloque justement à démarrer. Parce que quand il y a des gens qui me disent, ah tiens, j'aurais un problème, tiens, est-ce que tu pourrais m'aider pour un truc? Ah, tu fais de l'hypnose, tu pourrais m'aider. Et comme tu dis, si je me dis, j'ai 3 semaines après le truc, du coup, bah, le problème n'est peut-être pas su, quoi.
parce que s'il y a un examen dans 15 jours, donc je pense que ça pourrait m'aider. Après, moi, ce qui me pose surtout, on va dire, question, tu parlais d'un moule, donc est-ce que le moule, c'est encore intuition, pas intuition, j'ai un réseau très qui va pas bien, hein. Euh, donc, intro, métaphore et puis après visualisation. Je ne sais pas si le moule est toujours le même, mais moi, je sais qu'au niveau des métaphores, ce qui m'a gêné surtout dans la formation, c'est qu'en fait, je faisais des métaphores trop directes. Donc, du coup, ça pouvait avoir un blocage psychologique. Et je me dis, si je fais en intuition, est-ce que du coup, je vais partir sur justement de l'intuition trop directe et du coup, ça ne va pas faire l'effet que ça doit. Je comprends. Tu vois, moi, pour aller dans le sens de pouvoir justement travailler à l'intuition, je n'utilise pas les métaphores. Je ne les utilise plus, ou peu, en tout cas. Seulement quand je le sens, en fait, j'utilise beaucoup l'analogie, le symbole, tu vois, notamment dans les actions. On peut toujours utiliser des symboles et des analogies, etc. Mais je passe plus par la case rédaction de métaphores, tu vois. Il peut m'arriver d'avoir des idées de métaphores, d'en retenir les squelettes et de les réutiliser, mais c'est plus ce qui parle. Donc après, l'idée, c'est que si tu souhaites continuer à utiliser les métaphores, effectivement, ça va quand même te demander, si par rapport à cette crainte que tu évoquais de ne plus être trop dans les métaphores parce que c'est trop direct, etc., d'y réfléchir un peu en amont, même si tu la développes pas complètement, de te demander si ta structure de métaphore, tu es dans le direct ou pas, tu vois, au moins de te questionner là-dessus. On peut utiliser des histoires inspirantes aussi, qu'on connaît. Hein, au début, si c'est ça qui vous bloque, vous pouvez vous dire, ben, pour l'instant, ça, c'est un blocage, mais si on veut vraiment y aller et qu'on veut se débarrasser de ces blocages, tu peux aussi te dire, bah, pour l'instant, moi, je vais utiliser des histoires inspirantes. Tu vois, tu peux en trouver un peu partout, voilà, ou raconter des contes que je connais. Voilà, je m'en tiens à ça. Et j'y vais et j'utilise l'action. Le fait de réaliser, de proposer au consultant de réaliser une action symbolique, par exemple, je fais ça et je mets de côté pour l'instant les métaphores pour y aller, tu vois. Parce que, en fait, parfois, on peut avoir, enfin, moi, je sais que dans mon fonctionnement, quand j'ai peur, enfin, ou quand je suis pas hyper sûre de moi, mon cerveau, il me donne des milliers d'objections et des milliers de raisons, tu vois. Et puis en plus, si on est un peu perfectionniste, ça s'arrête jamais. Donc, essayez de voir ce que ça fait en fait. Si le fait d'évacuer et de te dire, bah, pour l'instant, je fais pas de métaphore, est-ce que là, ça te donne un élan pour y aller? Donc, auquel cas, c'est vraiment ça qui n'était pas OK. Et tu peux aussi décider que tu n'as pas envie d'utiliser les métaphores finalement. Ou alors, ça te parle et tu verras comment tu peux retravailler ça ensuite. Ou bien, tu vas voir si peut-être à un moment, une autre objection va venir derrière celle-là. Ah oui, mais, tu vois. Et au fur et à mesure, vous vous rendez compte si ce sont des objections pour ne pas y aller ou pas, tu vois. Et le fait de, donc, si on n'utilise pas de métaphore, après, dans mon esprit, hein, du coup, la séance, elle risque d'être plus courte parce que tu coupes un morceau, on va dire. Ça, c'est pas gênant non plus. Parce que je sais qu'à l'examen, il demandait au moins 1 heure, ça m'a paru difficile à faire. Oui, alors, tu vois, des séances d'1 heure, c'est hyper long. C'est hyper long pour tout le monde. Euh, dans... C'est vrai que dans ma manière de travailler, les temps d'entretien sont longs. Ça prend du temps. C'est hyper important. Donc, voilà. Donc, si l'entretien dure 1 heure et que derrière, on fait une séance d'hypnose d'1 heure, après, on revient, on débriefe 5 minutes, il y a le paiement, machin, ça fait quelque chose de très, très long. Il n'y a pas, je me suis aperçue, en fait, avec l'expérience, qu'il n'y a pas besoin de faire des séances d'1 heure. On peut très bien faire des séances de 30 minutes qui vont être tout à fait efficaces. 30 à 45 minutes, c'est OK. Et si tu fais une induction où on laisse le temps à la personne d'y aller, plus une action vraiment, mais filée, tu vois, où on prend le temps, où on laisse le temps à la personne de s'imprégner, on va au bout. Parfois, ça peut être des actions par étapes. Si on invite la personne à aller contacter une émotion, par exemple, ça va se faire par étapes, donc ça peut prendre du temps. Et tu vas vite voir, en fait, que même sans métaphore,
bah, ta séance, ça dure 30 à 45 minutes. Et c'est OK. Stéphane, est-ce que si tu es toujours là, comment ça résonne pour toi, ça? Ça résonne plutôt bien, déjà. Après, l'idée de cadrer la séance avec une prise de notes plus simplifiée et d'essayer, entre guillemets, de broder autour, on va dire, sans écrire. J'ai testé plusieurs fois et on va dire que je n'ai pas trouvé les idées. J'ai pas réussi tout simplement à partir dans mes idées et du coup, je me suis retrouvé sur des temps de parole et de séance qui étaient très très courtes. Voilà. OK, c'est-à-dire que c'était difficile de développer ta séance? C'est ça, ouais. Eh bien, ça, tu vois, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le moule, parce que tu aurais sans doute besoin d'avoir enfin, tu vois, de la matière à pouvoir réexploiter. Oui, Voilà. Et par exemple, pour l'induction, bah, c'est avoir plein d'idées de thèmes d'induction dans sa tête, comme une boîte à outils. Je vais faire ça, ça, ça. C'est un thème, mais des choses basiques. Hein, la focalisation sur la respiration, ça peut être le body scan. Je vais inviter la personne à partir en voyage quelque part. Voilà, ça tient en une ligne. Mais par contre, vous développez ça, vous voyez, à un long moment. Mais il faut avoir l'idée de base, effectivement, avoir les idées de base pour pouvoir développer derrière. Mm. C'est pour Si je ça peux partager, que on m'entend? Si je peux oui, Roland. partager, moi, bonjour à tout le monde. Pour m'exercer, moi, je me suis vraiment amusé à raconter des histoires, quoi, mais sans vraiment un but particulier. Travailler mes inductions, ça a été sur sur le VACOG, hein, donc je veux dire, OK, aujourd'hui, je veux m'amuser à répéter une histoire dans ma tête par rapport au visuel. OK, je pars sur une pâture, machin, tout ça. Donc, je construis un peu une histoire autour de ça. Puis bah, le lendemain, tiens, je vais faire sur de l'auditif. Alors, je vais partir sur un musicien et commencer à raconter l'histoire d'un compositeur, un truc comme ça. Et donc, je me suis vraiment exercé à ça, ce qui fait que quand je suis confronté un peu à une personne qui sera plus dans un mode ou dans un autre, bah, j'ai une histoire un peu qui va venir plus facilement. Et donc, c'est un peu ça la boîte à outils euh, par rapport, par rapport à ça. Je rejoins, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que tu as déjà dit plein de choses qui vont dans le thème. Et, euh, et donc, moi, je prépare plus rien. Maintenant, je fais de l'accompagnement en maison de retraite. Et donc là, en fait, je ne sais rien préparer. Je suis là par rapport à une personne devant moi et elle se sent donc quelque chose à ce moment-là et on travaille avec ce qui est là. Peut-être qu'elle est très joyeuse ce jour-là et on ne fait pas de séance, on fait juste une séance d'écoute. Et une autre fois, je la vois, ben, elle est dans de la tristesse, alors je l'accompagne sur cette tristesse. Et donc, en préparation, ben, je peux plus, quoi. C'est quasi, comme tu disais, si je prépare déjà dans ma tête, je suis dans ma tête et je suis plus avec, ben, je sais plus être présent la personne. Et ça m'a aidé sur un deuxième axe, c'est au niveau du trac, parce que j'étais un traqueux, moi, au début. Enfin, au début, c'est prétentieux, je suis toujours au début, mais dans le sens où si je suis à fond avec la personne, ben, le trac, il disparaît. Et je suis vraiment moins axé sur mon petit ego, sur ma petite personne, sur ce que je vais pas pouvoir faire, etc. Et je suis vraiment à l'écoute de la personne et ce qu'elle apporte. Et bien souvent, ce qu'elle apporte là, ce sera vraiment quelque chose à interpréter sur le moment et interpréter dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que rebondir sur ce qui se présente là. Et parfois, c'est juste un mot-clé qui sort dans la conversation et hop, hop, hop.
on va peut-être juste s'arrêter là-dessus et partir là-dessus. Et puis, hop, la séance se crée. Et enfin, la séance, elle se crée au bonjour et jusqu'au au revoir, évidemment, mais entre-temps, il y a peut-être de l'hypnose, pas de l'hypnose, mais je fais beaucoup en conversationnel aussi. C'est un bel outil quand on arrive à placer ça. Et ça permet toutes ces incertitudes de s'effacer plus facilement qu'on ne le pense. On a peur de sauter dans le vide, hein, mais c'est vrai quand on s'assoit, on se pose et on est dans le « je vous écoute » et ça part, quoi. C'est parti. La séance, elle démarre et la personne se sent en confiance parce que elle va se sentir pleinement écoutée et le dialogue se crée. Euh, se crée et parfois avec beaucoup de surprises, hein. C'est très. En première séance, j'ai des gens qui ont, qui ont déposé un inceste, quoi, en première séance. C'est cadeau, quoi. Mais voilà, donc je le reçois comme un cadeau, évidemment, mais il faut savoir le recevoir. Et puis, si je peux encore rebondir sur une chose, c'est peut-être que si on ne se sent pas à l'aise avec un sujet, voilà, par exemple, si une personne vient, ou écoutez, je voudrais travailler un viol, etc., ben, si on ne se sent pas à l'aise avec le sujet, je crois qu'en toute humilité, on peut reléguer vers un autre collègue. On peut aussi dire, écoutez, bon, moi, je ne travaille pas sur ce sujet-là, ou je ne me sens pas à l'aise avec le travail de l'anxiété, par exemple, ou avec les douleurs, ou je ne fais pas dans le médical, ou dans l'urgence, etc. Ben, alors, je délègue. Je dis, écoutez, je connais quelqu'un qui est plus dans ce domaine-là et pourra vous aider mieux que moi. Oui, Voilà. bien sûr, ça c'est Terminé hyper là-dessus. important de préciser, hein. Tout à fait, on peut décider qu'on ne travaillera pas avec telle ou telle problématique ou qu'on ne répondra pas à des demandes. Voilà, tout à fait. Par rapport à ce que dit Roland, euh, on a dû l'évoquer tout à l'heure, je ne sais plus si on a trop insisté, mais effectivement, laisser la place à l'écoute, c'est essentiel parce que pour la personne, ça lui donne le sentiment d'être écouté. Alors, et c'est assez rare finalement les moments où on peut se sentir vraiment écouté et se sentir compris. Et donc, on offre l'espace pour ça. Et si, c'est pas pour rien que dans Clarté, il y a énormément de. Toute la première partie repose sur la conduite d'entretien, l'écoute active, la reformulation, le questionnement et le recadrage. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, Roland, c'est cet entretien, l'écoute qui va nous permettre d'aller chercher la matière qu'on va réutiliser après dans les séances, effectivement. C'est cette écoute qui va nous dire, je vais proposer d'aller travailler là-dessus. Je vais proposer d'aller explorer ça. Alors, on propose à la personne toujours, mais c'est parce qu'on a écouté ce qu'elle nous a dit qu'on a eu l'idée de partir sur ça ou ça et qu'on a pu capter les mots-clés, comme tu disais, ou les infos importantes et qu'on sait ce qu'on va aller bosser après en séance. Ça nous donne de la matière. Mais c'est vrai que l'écoute aussi, ça se travaille. Il y a ce qu'on en fait, comment on y répond, mais il y a aussi ce qu'on prend. Et ça, ce que vous choisissez de retenir et ce vers quoi vous allez proposer d'aller travailler en axe de travail en séance, bah, ça dépend de votre moule aussi. C'est-à-dire comment vous bossez, quels sont les aspects essentiels pour vous dans l'accompagnement. Et c'est ça, Stéphane, je pense, c'est cette matière-là, tu vois, ce que tu peux récolter dans l'écoute, mais aussi euh, l'accompagnement dans sa globalité, comment tu le vois, quels sont tes axes de travail, voilà. Tout ça, après, ça se met en cohésion, en cohérence, et ça nous permet de mener cette séance intuitive. Oui, ouais, tout à fait. Maintenant, juste pour ajouter, tu parlais du moule, justement, moi je le nourris, je le nourris à côté énormément, évidemment. Ma formation a été un point de départ, et, mais j'ai dû compléter avec plein de choses pour alimenter. C'est comme si ma formation a été des intercalaires, il faut que je complète mes intercalaires, quoi.
Mes métaphores, oui, moi, j'aime bien les utiliser. Et c'est vrai qu'avoir une banque de métaphores, ça peut toujours aider dans la caisse à outils. Mais je suis dans des lectures tout le temps. Voilà, j'alimente un peu ma bibliothèque constamment, tout simplement pour alimenter un peu mes connaissances sur les sujets qui pourraient être abordés ou qui sont abordés. Quand même, il y a comme des sujets qui viennent un peu à 80% du temps, hein, l'abandon, etc. C'est quand même fort présent dans les problématiques. Donc, voilà, je suis beaucoup en alimentation de ma bibliothèque, hein, de toute façon. Voilà. Oui, bah, on ne s'arrête jamais, hein. De toute façon, on est dans un métier où Ouais. effectivement, on s'intéresse à l'humain, donc toutes les connaissances qu'on peut prendre Ouais. théoriques. Parfois, je suis un peu, je dois avouer, je suis un peu dépassé parce que je me dis, voilà, c'est une boîte. Voilà, un jour, j'ai ouvert la boîte, j'étais un peu saisi. Enfin, voilà. Mais Je dis, par rapport à ce que tu dis, Roland, ce que je voudrais préciser, c'est que j'ai discuté avec pas mal de praticiens qui, en fait, pour se sentir plus en sentiment de maîtrise, de confiance et de légitimité, enchaînent les formations. Donc, ouais, soit d'autres formations dans notre domaine, mais ou alors rajoutent de la sophro, de l'EMDR, voilà, pour en rajouter plus. Et en fait, ce que certains m'ont dit, c'est que ça les avait amenés à plus de confusion encore. Ce que tu décris, d'accord. c'est-à-dire d'un coup, on ouvre la boîte à outils, et alors là, on est là, mais pouf, parce que en fait, c'est comme, je sais pas, imaginez, Je suis d'accord avec toi. Ouais. vous avez par exemple plein de perles, des perles, des perles, des perles, des perles, mais en fait, l'idée, c'est d'en faire des colliers, mais vous savez pas comment on monte les colliers pour qu'ils soient jolis. Vous savez pas dans quel sens, vous voyez, faut que ça s'agence. Alors vous avez toutes vos perles, c'est super, mais vous avez beau en avoir de plus en plus, c'est pas ça qui fait que votre collier sera plus beau. Ce qui manque, c'est avoir une image, une vision globale de qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait comme ingrédient dans la structure du collier pour que ça fasse quelque chose de joli, d'harmonieux, de, voyez. Et souvent, c'est cette globalité, cette vision globale qui manque. Nous, on réfléchit beaucoup par thématique, parce que les gens, ils viennent avec des thématiques précises parfois. Donc, on va chercher par thématique. Mais en fait, je me rends compte que pour gagner en maîtrise, en sécurité, c'est important, enfin, ça nous aide vraiment d'avoir une vision quand même globale de l'accompagnement qu'on propose. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Je dirais que même voilà, cette notion de globalité, elle est, elle, elle est, elle est pas si facile à comprendre au début. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bah, bien sûr, mais au Dans, début, on ne dans, peut pas dans avoir le de sens. globalité. Ouais, Enfin, c'est quelque ouais, chose qui vient, enfin, chez moi, en tout cas, ça s'est construit avec l'expérience, avec une réflexion de conscient, enfin, toujours à conscientiser mon travail, mais c'est parce que dans le boulot que je faisais avant, je le faisais déjà ça. Donc, j'avais cette habitude-là. Et en fait, c'est pour ça que les stagiaires qui sont avec moi, ils sont contents d'avoir ça. Parce qu'en fait, ils sont là où ils en sont, ils ne peuvent pas avoir cette globalité. Donc, eux, ça Mhm. les intéresse de pouvoir en avoir une dès maintenant, en fait. Ouais, Effectivement. ouais, tout à fait. Bah, Ouais. de toute façon, il n'y a pas. C'est ce Et qu'on disait. ça rejoint la manière dont on reçoit la personne en face de soi aussi. On la reçoit dans une globalité et ça inclut une systémique familiale, ça inclut son rapport à sa corporalité, ça inclut. Donc, cette globalité-là, c'est ce qui est difficile à percevoir dans un premier temps et à aborder chez la personne qui est en face de soi. On a l'impression, en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il fallait un panel de connaissances incroyable pour couvrir cette globalité. Tu me suis dans mon raisonnement? Je vois ce que tu veux dire. Après, je pense qu'on ne peut pas tout connaître et que Non. on, on ne peut pas non plus, comment dire, euh, si on prend une personne dans sa vie, il est fort probable qu'elle voit, elle vient peut-être se faire accompagner par nous, mais elle voit aussi des ostéos, elle voit peut-être un énergéticien. Elle voyez, on n'est pas tout seul sur le dossier non plus. Ouais, C'est-à-dire que ouais. c'est aussi se dire, ben moi, ma mission, c'est quoi? Sur quoi? C'est restreindre. Enfin,
Je dis pas Ouais. qu'il faut s'empêcher de travailler sur certaines choses, mais c'est pas parce qu'on connaît pas tout qu'on peut pas accompagner. Par contre, effectivement, être au clair sur ce sur quoi on est apte à intervenir, ça c'est important, effectivement. Ouais. Ça m'aide, ce raisonnement, il m'aide ici en accompagnement en maison de retraite, car elles sont en général suivies par un médecin, parfois un psychiatre, hein, mais c'est assez sporadique. Et donc, ça me permet, moi, de me désolidariser de certaines tâches. Voilà, bon, qu'elles ont le traitement médicamenteux, qui pour ma part est parfois un euh, euh, contre-productif sur certains sens, parce que il y a des anxiolytiques derrière, des choses comme ça. Je vais voir un peu comment mon expérience va se faire avec ça, évidemment. Mais il y a la partie psychiatre, ok, qui délivre aussi des médicaments. Donc ça c'est et donc c'est vrai que ça canalise un peu mon accompagnement dans un sens. Ouais. Et vous aurez aussi des gens qui feront des thérapies avec des psys qui viendront vous voir. Mais elles viendront Ouais. voir autre chose, elles attendent autre chose. Et nous, notre boulot, c'est pas de tout faire. Ouais. C'est de faire ce qu'on peut avec le besoin de la personne à ce moment-là, effectivement. Ouais. Est-ce que vous avez peut-être des questions pour terminer pour aujourd'hui? On va Ah oui, s'arrêter là, c'est vite passé. et ça va vite. Peut-être que je voulais laisser aussi la place pour d'éventuelles questions ou remarques sur le sujet. J'ai pas de questions, c'était tout très clair. Donc moi, je sais que mon blocage, si on peut dire ça, c'est la confiance en fait. Il faut que je me fasse plus confiance parce que quand, pour X raisons, un jour ça va mieux et je dis allez vas-y, tu sais faire, tu peux le faire, tu fais. Bah c'est bon, ça tout se passe bien. Mais c'est vrai que j'ai toujours, je pense, ce petit manque de confiance vient m'embêter. Alors je travaille dessus quand même, mais ouais. Mais ça va venir avec l'expérience. Bien sûr. Ouais. Après, est-ce que tu penses que là, tu peux lâcher les préparations? En fait, ça me fait peur. Je me dis, ouais, mais si je sais plus quoi dire, qu'est-ce qui se passe? Et, c'est sans doute une peur bête parce que avec tout ce que, pareil que Roland, avec tout ce que je lis, tout ce que je vois, machin, forcément, je saurais quoi dire. Ouais. Eh ben, je pense que ça y est, te revois là, ça a coupé juste quelques secondes. Mais là, enfin, tu vois, peut-être avoir aussi, si tu peux passer par des étapes, un processus, parce que tout lâcher. En fait, ce qui est difficile, c'est que quand on commence à travailler comme ça, c'est hyper dur de passer à la sens intuitif direct. Si on n'a pas, enfin, vous voyez, c'est complètement une autre manière d'accompagner, en fait. C'est un changement énorme qui inclut tout ce qu'on a dit là, c'est-à-dire d'avoir des axes d'accompagnement qu'on a déterminés, de pouvoir travailler dans l'entretien pour avoir ce qu'il nous faut pour travailler en séance derrière. Il y a vraiment plein de choses qui doivent être mises en place. Et du coup, si on n'a pas ça, ben, on ne saute pas le pas parce qu'il nous manque quelque chose. Et passer de tout écrire à rien, ça peut être effectivement déconcertant. Alors, dans un premier temps, ce que tu peux peut-être te dire, c'est bah, je vais faire l'induction, Ouais. ça. Voilà, enfin, prendre des bouts. Si vous voulez continuer tout seul, en tout cas, bah, c'est ce que je peux vous conseiller de faire. D'y aller petit à petit, en voyant ce que vous pouvez mettre en place. Mais en tout cas, moi, ce que je vous conseille, enfin, après, c'est vous qui voyez, mais par rapport à notre partage de ce soir, on voit bien que de préparer comme ça, c'est vraiment un souci pour nous. On manque d'efficacité dans notre boulot derrière et on a du mal à développer la clientèle. Et on manque de plaisir, quoi, et d'énergie, et voilà, c'est compliqué. Et ça nous aide pas, en fait, à muscler la confiance. On voit bien que malgré tout,
bah, on a beau avoir préparé la séance, on n'est pas complètement en confiance parce que quelque part, il y a une partie de nous qui doit sentir que ben, c'est pas complètement OK en fait de travailler comme ça. Ou alors il faut vraiment avoir une mémoire d'éléphant, quoi. Parce que si on a scripté toute sa séance, moi, je suis pas capable de retenir toute une séance que j'ai écrite de 15-20 pages. Je n'ai pas cette mémoire-là, quoi. J'ai une super mémoire visuelle. Ce qui fait que mon texte, il est là quelque part à construire et je construis avec ce qui vient et je fais beaucoup de travail de lien, des choses comme ça, des constructions, des puzzles dans ma tête et ça m'aide hein, pour mes séances. Mais comme tu dis, enfin, Roland dit, je peux pas retenir tout ce que j'écris, mais en fait, si vous apprenez par cœur ce que vous écrivez, alors on est d'accord qu'on n'est pas non plus dans une séance intuitive. Ouais, Parce que vous l'avez apprise parce que vous l'aviez écrite avant. Vous voyez, c'est pas non plus de l'intuition. Isabelle, tu voulais poser une question ou dire quelque chose? Oui, moi, dans ce que j'entends, je me pose la question, est-ce que je dois déconstruire la formation que j'ai fait avant et puis partir sur autre chose ou est-ce que la formation que j'ai fait avant peut servir de base pour faire une séance en intuition? Écoute, moi, j'ai fait la même que vous et c'est ce qui m'a servi de base. Je suis partie de ça. Mais Mm. maintenant, j'ai aussi, comment dire, j'utilise toujours, mes séances se basent sur des actions proposées. Je me propose beaucoup de séances d'exploration, en fait. Je me suis Mm. détachée de la formation. Mais ça ne demande pas de déconstruire, non. Mais par contre, Ok. oui, de globaliser, oui, d'avoir, tu vois, enfin, moi, c'est passé par ça. Il a quand même fallu que je me décale du fonctionnement initial de la formation parce que vous travaillez à l'écrit. Donc déjà, à la base, tu vois. C'est plus de ce que j'entends dire, plutôt dans la construction d'une séance. L'induction, ça reste. Après, la limite, pour moi, tu zappes des trucs, tu passes directement, tu dis à l'action, à la visualisation. Et puis, enfin, ça, c'est ce que j'entends, quoi. C'est peut-être vrai. Oui, non, non, Euh, en gros, c'est ça, effectivement. ok. Mais Mm, 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 mm. si tu veux, les séances qu'on travaille là dans Clarté, euh, j'en ai fait une, ils ont eu l'audio, donc ils l'ont écouté de A à Z. Genre, je leur propose des protocoles où le client parle. Mm. On est Ouais, en échange avec ça, le c'est client, ouais, ça, c'est tu vois. génial. Donc ça, Mm. c'est pas dans la formation, ça. C'est une autre, enfin, voilà, en fait, les personnes qui se forment avec moi, vous savez qu'elles ont suivi déjà une formation avant. Si je leur propose la même, il y a peu d'intérêt pour eux. Je vois pas pourquoi ils referaient la même. Enfin, vous voyez, ça n'a aucun sens. Donc forcément, ça apporte autre chose. Bien sûr, Mhm. sinon, tu vois, sinon ils seraient pas engagés là-dedans. Ça vient en complémentarité. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, ça a été une étape, et puis là, c'est une autre étape qui correspond peut-être plus aux gens qui viennent chez toi. Ce qui, je pense qu'il me correspondrait aussi. Après, il faut que je trouve au niveau des créneaux voilà, de la que c'est quand je travaille. Mais je pense que voilà, ce serait plus adapté, je pense, à ma façon de faire aussi, à mon fonctionnement. Mm. Après, intuition, c'est une petite formation. Enfin, c'est une petite formation. Il y a 4 ateliers en visio. Et après, on a un rendez-vous ensemble, bilan, où vous envoyez aussi une séance que vous avez filmée en entraînement. Je la visionne, enfin, pas que je la corrige, mais on fait un bilan ensemble en fait, de votre séance. Clarté, c'est plus dense. On est à 9 ou 10 ateliers là. Pour la deuxième session, je ne sais pas ce que j'ai prévu. La première, pas combien Et on en c'est a. pardon, je crois que c'est des mardis après-midi complets ou un truc comme ça, là, non? C'est mardi matin ou jeudi matin. Faut que c'est les matins. Mm. Oui, enfin, ça, Et bon, oui, oui. en travaillant, c'est compliqué. Bah, j'ai des gens qui travaillent et qui ont pu s'organiser au boulot. Ouais. Mm. J'en ai qui sont comme praticiens, donc ils ont bloqué dans leur agenda. Mais j'en ai qui travaillent et qui ont géré, négocié avec leur hiérarchie pour pouvoir se libérer sur les ateliers des formations. Après, c'est pas. Enfin, je sais que moi, quand j'ai fait la formation de base, il y a un moment, je l'ai fait, je travaillais pas. Et après, j'ai fini en travaillant. Pour moi, c'était compliqué parce que, je sais pas, il faut être dans un certain état d'esprit
je pense, pour pouvoir être dans la formation, dans le sujet et tout. Et là, en travaillant carrément dans autre chose et en physique et en étant fatiguée le soir en rentrant, j'avais du mal à associer les deux, tu vois. Donc, prendre une demi-journée pour être dedans et puis, pire, une après-midi, je veux dire, alors que j'ai bossé le matin, j'ai du mal à. Mais bon, après, c'est bon. Oui, je comprends, parce que tu es sur deux activités différentes, deux énergies différentes. Ouais. Après, ça dépend de votre choix, de ce que vous voulez nourrir, de voilà, votre envie d'aller vers ça. Si c'est plus fort, vous ferez avec les conditions qui sont les vôtres. Je comprends très bien, hein, moi, toutes les formations que j'ai faites, j'étais encore prof, quoi. Donc, alors certains diront, ouais, les profs, ils travaillent pas beaucoup. Je peux vous assurer que oui, ça faisait beaucoup de choses, effectivement, donc je comprends très bien. Mais je voulais vraiment aller vers mon projet, donc j'ai dit, bah oui, bah tant pis, c'est comme ça pour l'instant. Donc après, à toi de voir ton besoin, ton envie, comment tu imagines la suite et ce que ça pourrait t'apporter, quoi. Parce que, en fait, l'idée, c'est aussi de vous enlever du stress, de la préoccupation, du souci, des questions, du doute, tu vois, et tout ce temps et cette énergie où on prépare, où on se questionne, eh ben, tu vas le récupérer grâce à la formation. J'en doute pas, ouais. Ça peut s'équilibrer quelque part, c'est-à-dire que vous gagnez quand même autre chose. Ça vous permet de vous débarrasser de trucs qui sont un peu plombants. Donc ça peut être un avantage. Bon, ok. On Bah, va voir merci comment on beaucoup peut. à tous de votre présence. Merci à toi. Si vous avez des questions, voilà, si vous avez besoin d'un entretien téléphonique, vous savez que c'est possible. Après, moi, cet été, je vais être en congé, mais si c'est, je peux encore en faire là, le lundi, mardi, si certains sont pressés. Sinon, vous avez mes dates de congé à la une sur le groupe pour voir quand je suis là, pour qu'on en discute de vive voix, si vous voulez voir si ça colle avec votre projet, comment vous pourriez vous arranger, si vous voulez des précisions sur des choses, voilà. Ok? Je vous dis bonne soirée à tous, je vous souhaite un bel été et on va se retrouver avec nos réunions en septembre, à la rentrée. On repart sur notre lancée. Voilà. Profitez bien tous de l'été. À bientôt. Bonnes vacances. Merci. Ciao. Bye. Ciao.